Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alain Bozinski, je suis chargé de mission mise en stage des fonctionnaires stagiaires à l'ESP, à l'École supérieure de professeurs d'éducation. Je souhaiterais vous faire une présentation d'un dispositif qui fonctionne maintenant depuis 4 ans, où nous avons utilisé le e-portfolio et que nous sommes en train de faire évoluer suite à la réforme de la formation des maîtres. Alors peut-être d'abord le contexte. Vous le savez peut-être, il y a une nouvelle loi qui est en train d'être votée à l'Assemblée nationale durant la première semaine de juillet. La loi s'appelle « Pour une école de la confiance » et dans cette loi, on trouve un volet formation des maîtres, réforme de la formation des maîtres, qui n'est pas la plus connue, la plus médiatisée, mais qui est quand même présente. Dans cette nouvelle loi, dans ce volet formation des maîtres, il y a des évolutions. Il y a d'abord un changement de nom. L'ESP s'appellera INSPE. D'une école, on passera à un institut national. La nomination du directeur va être modifiée. Elle n'est plus faite par ses pairs, mais par un comité par le recteur. Et puis surtout, une modification des concours. Jusqu'aujourd'hui, les étudiants passaient le concours à l'issue du M1, du Master 1. Dans cette nouvelle loi, le concours a lieu en M2. Et puis ensuite, une partie qui nous intéresse plus là dans le cadre de l'e-portfolio, un cadrage institutionnel qui va nous amener à mettre en place une évaluation par compétences. À la création des ESP, nous avons donc mis en place un e-portfolio puisqu'il y avait une modalité de fonctionnement par alternance. Et on a choisi de mettre à disposition de nos stagiaires un portfolio électronique et en particulier MAR. Là, concernant les modalités d'alternance qui existent jusqu'aujourd'hui, on a des stagiaires qui sont pour une partie en ESP, donc regroupés par discipline ou par mention. On a des stagiaires qui sont en activité professionnelle dans un établissement, généralement avec un service à mi-temps, 9 heures par semaine, et un suivi personnalisé sur le terrain et au sein de l'ESP. Ce qui va évoluer dans la réforme de la formation des maîtres, c'est que l'institution souhaite que les jeunes entrent plus rapidement dans le métier. Donc, on va mettre en place, on va créer des postes d'AED, des assistants d'éducation, qui vont pouvoir, dans les établissements, remplacer à certains moments des collègues. On va mettre aussi en place, dans les licences, des modules de pré-professionnalisation. L'idée de l'employeur, c'est véritablement de faire entrer les jeunes qui souhaitent devenir enseignants rapidement dans les classes. Donc, ça nous conforte dans notre choix de mise en place d'un portfolio, puisque, suivant les parcours de chacun, chaque étudiant va pouvoir développer, construire un certain nombre de compétences du métier d'enseignant. Alors, aujourd'hui, on a trois acteurs qui assurent la formation de nos stagiaires. On a un tuteur scolaire, on a un chef d'établissement qui peut être un proviseur ou un principal, et puis ensuite un tuteur SP qui est souvent un universitaire ou un enseignant du second degré affecté dans le supérieur. Aujourd'hui, ces personnes positionnent le stagiaire par rapport à un référentiel, mais qui est un référentiel d'un enseignant expert. Il n'existe pas aujourd'hui de référentiel d'un enseignant stagiaire. Donc, il est bien évident qu'à la fin de la formation, les stagiaires ne peuvent pas avoir construit toutes les compétences du métier d'enseignant, mais partiellement, de telle manière à pouvoir prendre une classe à la rentrée. Donc là, j'ai un exemple du référentiel de compétences. Le référentiel de compétences, il est construit en deux parties. Il y a ce qu'on appelle les compétences des équipes éducatives d'un établissement, puis ensuite des compétences qui sont des compétences spécifiques au métier. Le métier d'enseignant, le métier de CPE et le métier de professeur documentaliste. Donc durant l'année, les différents acteurs de la formation vont positionner le stagiaire par rapport à sa construction de compétences, et un jury va valider ou pas l'année qui va amener à titulariser la personne ou éventuellement à le renouveler. La mise en place du portfolio a été nécessaire dans le cadre de la formation parce qu'on travaille avec une équipe pluricatégorielle.
On travaille avec des gens de terrain qui sont dans les établissements, avec des gens qui sont dans les SP à l'université. On a aussi un travail sur l'écriture d'un mémoire ou d'un écrit réflexif. Donc, l'idée de pouvoir avoir un portfolio et de pouvoir avoir accès à ce portfolio, soit au niveau des établissements, soit au niveau de l'université, était rendue nécessaire. Donc, on a souhaité obliger, entre guillemets, chaque stagiaire à avoir un e-portfolio. Donc, ça fait partie d'un guide qu'on met à disposition des stagiaires en début d'année. Et dans ce guide, on va trouver une page où on indique le souhait de l'institution par rapport à ce portfolio. Tout en sachant que ce qui est demandé aux stagiaires, c'est bien évidemment, dans ce portfolio, de construire et de partager des pages qui sont des pages professionnelles, mais il a bien évidemment la liberté de pouvoir mettre autre chose, de pouvoir créer des groupes, de pouvoir partager, mutualiser avec d'autres stagiaires, mais il a l'obligation de partager les pages avec les acteurs de la formation. Par rapport à cette mise en place de portfolio, on n'a pas véritablement mis en place de formation. Ce matin, j'étais dans un groupe où la personne évoquait un moment de formation des étudiants à Mara. On leur a proposé un tutoriel et globalement, les stagiaires et les étudiants réussissent très bien à prendre en main la plateforme. Ça ne pose pas trop de problèmes. Le problème viendrait plus des formateurs, des enseignants, mais pour les étudiants, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Ils sont généralement habitués aux réseaux sociaux, donc c'est quelque chose qui se passe très bien, on n'a pas véritablement de problème. Donc là, le tutoriel permet d'avoir la liste de toutes les fonctionnalités de Mahara, et donc le stagiaire va dans les parties qui le concernent ou par rapport à des problèmes qui sont posés. Là, j'ai présenté quelques captures d'écran de portfolio. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces pages professionnelles? Bon, on va trouver des éléments concernant l'emploi du temps. Pourquoi l'emploi du temps? Parce que les formateurs de l'ESP vont venir visiter les stagiaires. Donc, il faut qu'on sache à quel moment le stagiaire se trouve en classe, avec quelle classe. Là, on va trouver, par exemple, le site web d'un stagiaire. On va trouver des documents partagés. Donc, là, on trouve l'ensemble des documents professionnels que le stagiaire met à disposition. On peut avoir aussi un planning de l'année, et puis ensuite aussi, haute capture d'écran, des fichiers qui sont partagés. On va aussi y trouver des éléments concernant les rapports de visite, puisqu'à chaque fois qu'il y a une visite qui est faite au niveau d'un stagiaire, il y a un rapport qui est écrit, et donc le rapport va se trouver sur cette page professionnelle. Alors, nos objectifs, plutôt, c'était de suivre et accompagner le fonctionnaire stagiaire dans son stage en responsabilité. Donc ça, c'était quelque chose qui était important. C'était de faire des visites ou des observations en classe, un véritable moment de formation. Alors, pourquoi ces visites et en quoi le portfolio était intéressant? Il est vrai que lorsqu'on va voir un enseignant stagiaire en fonctionnement dans sa classe, on peut remarquer qu'il y a certains problèmes ou éventuellement qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, ou concernant par exemple l'évaluation, concernant la préparation, concernant le timing. Donc l'idée, c'est de pouvoir regrouper plusieurs stagiaires sur un même thème et pouvoir travailler ensemble. Donc on partage en fin de compte, on fait des groupes et puis on peut travailler grâce à ce portfolio et par rapport aux documents de chaque stagiaire. Donc on crée un espace commun pour les acteurs de la formation. Et puis ensuite aussi un dernier point qui est important, c'est la préparation des ateliers d'analyse de pratique. Ça permet de pouvoir, chaque formateur à l'université peut aller voir le niveau d'avancement, la progression de chaque stagiaire, de voir éventuellement les documents, de voir les copies d'élèves. Donc à partir de là, il peut construire son atelier d'analyse de pratique sur un thème qui serait par exemple un thème sur l'évaluation. Alors un premier bilan, un bilan quantitatif. Alors c'est vrai qu'on a énormément de connexions, énormément de portfolios à partir du moment où c'est quelque chose qui est obligatoire dans le cadre de la création de pages professionnelles, mais on a remarqué que les stagiaires utilisaient pour d'autres fonctionnalités, à savoir mutualiser à travers des groupes disciplinaires, mutualiser des activités, des préparations. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien au niveau des étudiants, et on a un retour qui est relativement positif. C'est ce que j'ai mis dans le bilan qualitatif.
Retour positif des stagiaires, mise en place de groupes de travail disciplinaires, aussi de groupes de travail interdisciplinaires et aussi mutualisation des activités. Donc c'est vrai quand on regarde dans les connexions et les groupes qui ont été créés, on voit énormément de groupes et donc c'est quelque chose qui fonctionne bien avec du contenu à l'intérieur. Alors, les difficultés qu'on a rencontrées durant cette phase de 4 ans de fonctionnement, savoir c'était des problèmes techniques. Bien évidemment, pour accéder à un MARA, on doit passer par le CAS de l'ESP. Donc, les tuteurs scolaires sont en établissement, n'ont pas d'adresse institutionnelle SP. Donc, il faut qu'ils demandent un accès temporaire. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Et on a eu quelques difficultés par rapport à des gens qui ne réussissaient pas à se connecter. Un deuxième point concernant la réticence de certains formateurs sur le partage des documents. Puisque ces pages sont partagées pour trois personnes, certains formateurs ne souhaitent pas que leur écrit, leur rapport soit vu par d'autres collègues. Et puis on s'est aussi rendu compte que certains stagiaires allaient plus loin. C'est-à-dire qu'au lieu de partager avec les 3 acteurs de la formation, ils partageaient avec leur groupe, ou même certains partageaient avec la totalité des étudiants de l'ESP. Donc ça, c'est véritablement quelque chose qui posait problème pour certains formateurs qui ne souhaitaient pas que leur rapport soit lu par d'autres. Puis ensuite, quelques problèmes aussi d'utilisation de la plateforme. Là aussi, par rapport au partage surtout, certains partageaient alors qu'ils ne voulaient pas. Ça, c'est un peu compliqué pour la mise en œuvre et l'utilisation. Alors, concernant les axes de progrès qu'on souhaite mettre en place et les perspectives, c'est améliorer le dispositif de suivi, en particulier les différentes observations. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pouvoir non pas uniquement faire des visites face aux élèves, mais tout simplement travailler avec des stagiaires sur des thématiques précises. Bon, c'est vrai qu'on est dans une grande académie où se déplacer pour aller voir des stagiaires, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps, et puis des fois, c'est pas nécessaire. Donc, il est plus intéressant de pouvoir travailler sur des thèmes et de regrouper un certain nombre d'étudiants sur un même thème. Puis ensuite aussi, faciliter le suivi des e-portfolios par les formateurs. Je pense que ça, c'est un point important. Je voudrais après vous présenter la deuxième phase du dispositif qui concerne l'accompagnement, ce qu'on appelle les parcours adaptés. Aujourd'hui, les gens qui se présentent au concours, pour une bonne partie, sont des gens qui sont dans le cadre d'une deuxième carrière, qui quittent le privé pour devenir enseignant. On en a beaucoup. Moi, dans mon parcours sciences de l'ingénieur, j'ai 40% de personnes qui sont des personnes en reconversion. Donc, ces personnes-là, bien évidemment, ont des compétences. Donc, il est intéressant de pouvoir mettre en place des parcours qui sont des parcours adaptés. C'est des gens qui sont généralement titulaires d'un master ou d'un titre équivalent et qui sont inscrits chez nous dans ce qu'on appelle des DU. Et eux n'ont pas à faire un mémoire puisqu'ils ont déjà un master, donc on leur demande tout simplement de faire un écrit réflexif. Alors, les modalités de l'alternance sont les mêmes que ce que j'ai montré tout à l'heure. Alors, ce qu'on leur propose, c'est tout simplement une aide à l'écriture réflexive, puisque c'est quelque chose qui est, pour certains, compliqué. Dans les reconversions, on a des gens qui sont des ingénieurs, mais on a aussi des gens qui sont des professionnels, et qui, pour eux, devoir réaliser un écrit réflexif pose problème. Ils sont plutôt dans la description, mais non pas dans l'écrit réflexif. Donc on a proposé à ces personnes un livret de compétences qu'on leur demande de renseigner 3 fois dans l'année, généralement en début d'année, en milieu d'année et puis en fin d'année. Alors ce livret, il est partagé avec l'ensemble des tuteurs. Et il est dans le portfolio. Donc, ce livret de compétences, il est pour les enseignants, pour les conseillers principaux d'éducation et pour les enseignants documentalistes, donc par rapport à ce qui est au haut de la diapo, du livret à utiliser. On trouve 6 domaines, le domaine qui concerne les compétences de la connaissance de l'institution, de la communication, de la connaissance disciplinaire. Donc, par rapport à chaque domaine, il va y avoir un certain nombre de compétences. Et le stagiaire va se positionner par rapport à ses compétences.
Donc là, on a une compétence, agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. Donc il se positionne 3 fois dans l'année où il va indiquer comment il se situe avec une échelle de 1 à 9. Il va y mettre des documents qui peuvent être des documents personnels, des documents professionnels, des copies d'élèves éventuellement. Donc il va donc renseigner ce livret 3 fois dans l'année. Donc là, on va pouvoir, après que le livret soit nourri, la possibilité soit de le partager entièrement ou de partager par rubrique ou par compétence. Il y a possibilité pour le stagiaire de faire un choix sur le partage du livret. Alors ici, j'ai un exemple de positionnement. C'est une personne qui était inspecteur du permis de conduire, hein, qui souhaitait devenir enseignante. Alors, elle est enseignante en conduite routière. Hein, ça existe dans le cadre des lycées professionnels. Et donc, bien évidemment, dans la compétence concernant le domaine 1, c'est quelqu'un qui, du point de vue éthique, du point de vue obligation du fonctionnaire, a construit un certain nombre de compétences. Donc, c'est intéressant qu'elle puisse les indiquer dans le document pour que ça puisse être pris en compte. Donc, à partir de ce dossier, la synthèse de ce dossier va permettre tout simplement aux stagiaires de construire une partie du dossier réflexif, puisque une des parties du dossier consiste à faire un positionnement par rapport aux compétences du métier d'enseignant. Donc, les 3 positionnements, la montée en compétences va permettre d'aider le stagiaire à finaliser son écrit réflexif. Donc là, on trouve le cadrage qui est le cadrage du dossier réflexif avec 3 parties qui concernent une analyse d'une activité de classe, une activité interdisciplinaire et une 3e partie qui est le positionnement par rapport aux compétences du métier d'enseignant. Et là, bien évidemment, le stagiaire va chercher les compétences et va chercher les écrits qu'il a mis en place dans son livret de compétences. Alors, notre dispositif doit évoluer. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la réforme de la formation des maîtres va se mettre en place à la rentrée 2020-2021. Donc nous, on se pose un certain nombre de questions. La place du e-portfolio dans la future formation. Alors, la démarche de formation, ça, on l'avait mis en place, puisque le e-portfolio était uniquement quelque chose qui concernait la formation du stagiaire et le positionnement du stagiaire par rapport aux compétences. Mais là, on va devoir mettre en place une démarche d'évaluation. Donc, évaluation, formation, est-ce qu'on va utiliser le même portfolio ? On a à l'ESP 4 mentions de master en forme des professeurs des écoles, des professeurs de collège et lycée, des conseillers principaux d'éducation. Et puis ensuite, dans le cadre de la formation continue, un master qui s'appelle pratique ingénierie de formation. Donc 4 mentions de master. Est-ce qu'on va avoir un même portfolio ? Quelles vont être les différences ? Tout en sachant que, par exemple, dans le parcours second degré, on a 26 parcours, des maths, des sciences, de l'histoire géo. Donc, il est bien évident que c'est un peu compliqué pour pouvoir construire ce portfolio à l'identique. Ensuite, on se pose une question aussi sur ce qu'on appelle les tâches intégratrices. Alors, est-ce qu'on va proposer des activités aux stagiaires, activités qui permettront de développer des compétences, ou alors on va être sur des dépôts de preuves? Est-ce qu'on va leur laisser le choix, ou est-ce que ce sera un mix des deux? C'est encore une question qu'on se pose. Ensuite, un point important qui est la lourdeur et la complexité du dispositif. Bien évidemment, chaque formateur devra gérer un portfolio d'un étudiant ou d'un stagiaire. On est une grosse SP, il y a 2000 fonctionnaires stagiaires actuellement inscrits chez nous. Donc, complexité et lourdeur du dispositif, là, véritablement, on cherche l'outil qui pourra faciliter les choses. Ensuite, on est une université, donc on doit délivrer des diplômes, en particulier un master. Donc, on est sur des évaluations par compétences, comment ça va se transformer par rapport au jury, par rapport éventuellement au lien avec Apogée. Donc, c'est quelque chose qui véritablement nous interroge. Il y a un dernier point concernant cette construction d'e-portfolio, et puis ça conforte notre idée de continuer dans cette voie-là.
c'est que aujourd'hui, par rapport à la réforme de la formation des maîtres, on va avoir de plus en plus des formateurs, des enseignants qui seront non pas titulaires, mais qui seront contractuels, puisque les postes au concours diminuent, peut-être mis à part le premier degré, où les professeurs des écoles, le ratio entre les personnes qui s'inscrivent et les personnes qui sont, les nombres de postes au concours est relativement stable, mais pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Donc, on risque d'avoir des gens qui ont des masters et qui vont donc devoir utiliser leur portfolio pour pouvoir décrocher des postes de contractuels dans les établissements. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite faire avancer de telle manière que ce portfolio aura une utilité pour ces personnes et leur permettra de trouver un emploi facilement. Voilà. Merci. Des questions? Vous avez le code. Une question. Oui. Oui, bonjour, Vincent d'Almeida du CNAM. Combien de temps vous donnez aux stagiaires pour qu'ils établissent ce e-portfolio dans leur période de cours et en dehors et sur toute l'année? À quel moment vous le mettez en place? Ça, j'ai pas compris. Je dirais que c'est du temps personnel. Il n'y a pas de temps dans l'emploi du temps de travail sur l'e-portfolio. Peut-être un petit peu dans les analyses de pratique. Mais par semestre, ça fait une douzaine d'heures. Mais véritablement, c'est sur le temps personnel du stagiaire. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la maquette, avec un volume horaire. Voilà. Oh, mais ça ne s'improvise pas d'apprendre Mahara, c'est compliqué. Du point de vue, on a été fortement surpris. C'est-à-dire qu'on a mis en place un tutoriel pour l'utilisation, la prise en main technique de l'outil. Donc ça n'a pas véritablement posé de problème. Le problème s'est posé pour les enseignants. Là, véritablement, on a dû mettre en place des formations. Mais pour les étudiants, c'est quelque chose qui a fonctionné sans difficulté, bon, à part peut-être quelques-uns, mais véritablement, ce n'est pas un problème. Ils sont capables du matériel, de l'outil très facilement, et il n'y a pas eu de souci par rapport à cet outil. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Merci à vous. Merci.